Ça y est, vendredi dernier, le Conseil des contrats de la Formule 1 a rendu son verdict. Oscar Piastri courra chez McLaren en 2023. Ça nous fait un siège de plus de rempli, mais il reste encore beaucoup de zones d'incertitude. Aujourd'hui, on fait donc une suite et une fin à la vidéo du 4 août dernier sur le cas Oscar Piastri, mais on parle également de Colton Herta, de Pierre Gasly, d'Alpine, de Schumacher, de Ricciardo, de Drugovich. Bref, on refait un point complet sur cette silly season qui, cette année, porte très bien son nom. Première information donc, c'est McLaren qui a le seul contrat valable pour Piastri. Il a été signé le 4 juillet, juste après Silverstone, et il fait de l'Australien un pilote titulaire pour 2023 et 2024. On apprend au passage que McLaren a décidé très tôt que Ricciardo ne serait pas son pilote pour l'année prochaine, avant que Daniel ne rompe son contrat, donc ils étaient clairement prêts à payer pour qu'il parte. Et du côté d'Alpine, absolument pas de contrat pour Piastri, seulement des obligations liées à son rôle de réserviste et sa place dans l'académie, c'est tout. Quelques détails sont désormais connus du grand public et on se rend compte que le clan Piastri a poussé pendant de nombreux mois afin qu'Alpine lui offre quelque chose pour l'avenir, ce à quoi Alpine a toujours répondu « Ouais t'inquiète, on va t'envoyer le document », sauf qu'ils ont jamais envoyé de document. Webber a dû relancer et a vu plusieurs fois le board ne pas lui envoyer des papiers qu'il lui avait promis. Le CRB documente cela en disant, je cite, « Alpine a tergiversé pour offrir un contrat à Monsieur Piastri pendant 8 mois ». Les mots sont durs. Finalement, le 19 mai est arrivé un contrat de 4 ans, de 2023 à 2026, mais ne faisant pas mention qu'Oscar devait piloter obligatoirement chez Alpine. Le plan de l'écurie française était de le prêter pendant 2 ans à Williams avant de le rapatrier une fois qu'Alonso s'en serait allé, et sûrement du coup pour la saison 2025, car dans le même temps, on a proposé un contrat de 1+1 à l'Espagnol. Et en fait là, dans ces quelques mois qui ont précédé la signature de Piastri chez McLaren, on a là les 3 erreurs originelles d'Alpine. Premièrement, ne pas avoir suffisamment pris soin de Piastri, en le négligeant un petit peu, en le laissant un petit peu de côté, par manque, je pense, de vision et d'un peu de professionnalisme. Ne pas répondre aux mails et ne pas envoyer des documents pendant 8 mois, pour un pilote de ce talent-là, c'est assez grave. C'est comme si Ferrari avait oublié Leclerc après son titre en Formule 2, ou que Mercedes avait fait pareil avec Russell. On marche sur la tête. Deuxièmement, ne pas avoir fait une proposition suffisamment intéressante à l'Australien. Déjà, tu l'as laissé 1 an sur la touche, et là, la seule chose que tu lui proposais, c'est, après de longs mois de négociations, 2 ans dans la pire écurie de la grille, et peut-être qu'on te récupère en 2025, mais il n'y a rien de sûr. Pour moi, c'est pas assez alléchant, surtout vu qu'en face, il y avait d'autres propositions. Et enfin, troisièmement, ne pas avoir su choisir entre Alonso et Piastri. Du coup, les deux se sont sentis un petit peu délaissés par l'écurie, personne n'a eu ce qu'il voulait, Alonso pas assez de contrat et Piastri pas de contrat du tout, et au final, c'est ce qui a poussé les deux vers la sortie. Alors bon, je répète qu'il était très dur de faire ce choix. Replaçons-nous début mai par exemple. Était-il vraiment possible de ne pas prolonger Alonso, de le virer, tout aussi bon Piastri soit-il? Je ne pense pas. Et à l'inverse, était-il possible de donner 3 ans directement à Alonso et donc d'abandonner volontairement Piastri? Ça non plus, ça ne me paraissait pas possible. C'est pour ça qu'on a tenté de trouver un compromis, mais en fait le compromis il est allé à personne et ça a tout fait foirer. Avec le recul, faire un choix franc t'aurait au moins permis d'en garder un des deux, même si tu aurais dû gérer un shitstorm médiatique, car soit tu aurais viré Alonso, soit tu aurais viré Piastri, ce qui était impossible, je le rappelle, et ça aurait aussi fait montre d'une écurie qui sait où elle va. Donc forcément on se dit oui, mais je répète que faire ce choix était quasiment impossible, et que moi aussi j'aurais tenté de trouver un compromis à leur place. Au final, le résultat est clownesque, fait état d'une certaine négligence et d'un manque de leadership clair dans une structure dont on galère toujours à comprendre le fonctionnement. Ça a fait perdre aussi énormément d'argent, que ce soit pour le développement de Piastri ou pour aller se plaindre au CRB, et ça a mis un sacré coup à l'image de la jeune Alpine, qui avait pourtant gagné une image assez fraîche et qui avait réussi à s'éloigner des quelques casseroles de Renault. On ajoute à ça le fait que l'écurie savait que Piastri allait s'en aller. Il leur avait dit avant qu'Alonso n'annonce son départ. En sachant cela, c'est un peu bizarre qu'ils aient tenté de couvrir l'erreur, de forcer la main à Piastri, et qu'il n'ait pas proposé plus à Alonso, vu que du coup Piastri s'en allait. Voilà, la fin de l'affaire est très mal gérée, peut-être encore moins bien que le début.
Les mots de Piastri font mal. Je suis dans l'équipe depuis 2 ans et demi. Découvrir que mon départ se passerait de cette manière a été très frustrant. Je n'ai pas pu dire au revoir et montrer ma gratitude envers les hommes et les femmes d'Enstone. En privé, j'avais donné ma position à Otmar. On lui avait dit plusieurs fois avant ça. Bref, c'est un sacré raté qui va laisser des traces pour l'image de l'écurie et peut-être pour son fonctionnement en interne. Piastri, lui, a vu l'écurie qu'il a formée le laisser sur la touche après 3 titres en 3 ans. C'était déjà un coup dur, qu'il a accepté, mais quand en plus ils se sont mis à répondre aux messages avec peu d'envie, pas trop lui faire de propositions et lui donner un truc au final qui était pas vraiment très alléchant, eh bien, il est allé voir les autres options sur le marché, et je trouve ça on ne peut plus logique pour lui et pour sa carrière. On aurait tous fait pareil. J'espérais un siège Alpine, mais le manque de clarté et, comme pour Fernando, un sentiment étrange lors des négociations m'ont fait comprendre qu'il n'était pas bon pour moi de rester. Avec ce qui s'est passé pour un Nyck de Vries ou un Robert Schwartzman, on sait désormais qu'un talent, aussi bon soit-il, doit rapidement entrer en Formule 1. S'il attend 1 an, c'est déjà compliqué, plus ça devient quasiment impossible. Sa cote descend, on finit un peu par l'oublier, il prend de l'âge, il y a d'autres talents qui émergent, on les trouve plus jeunes, plus frais, plus dans l'air du temps, et au final, il passe à la trappe, comme Nyck de Vries va sûrement passer à la trappe. Donc Piastri courait ce risque-là, en restant potentiellement encore 1 an sur la touche, et la proposition Williams n'était pas vraiment très sûre. Je trouve même qu'il a été très respectueux avec Alpine, en prenant le temps de lui annoncer sa décision, et en leur laissant aussi bien le temps, 8 mois, de lui faire une proposition correcte. Il ne s'est pas barré au premier venu, il s'est barré parce que l'écurie l'a un peu laissé tomber, lui proposait rien d'alléchant. Et je répète, et c'est très important, non, contrairement aux apparences, il n'a pas refusé un siège Alpine pour un siège McLaren, car au moment où il signe chez McLaren, Alpine n'a rien pour lui et Alonso est censé rester. C'est une nuance très importante, et pour moi, il n'y a pas de manque d'intégrité, de clarté, d'humilité ou de fidélité de la part de Piastri. Il doit à Alpine autant que Alpine lui doit, et dans ce cas, c'est l'écurie qui a manqué à ses engagements envers lui. Donc à un moment donné, à sa place, je pars. Et je suis pas d'accord avec les propos de Toto Wolff, qui tente de sauver la face pour un propos politique. Pour moi, Piastri n'a rien à se reprocher au niveau de son attitude. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, et je vois passer beaucoup de commentaires acerbes à son sujet, mais voilà la position que je défends. Pour moi, cet été, Piastri n'a absolument rien fait de mal. Et enfin, il y a la dernière partie, McLaren, qui elle aussi a joué un double jeu et a été très silencieuse cet été, et qui au final s'en tire avec le meilleur prix, mais pas forcément la meilleure manière. Face à l'incapacité de Ricciardo à surmonter ses difficultés au bout de presque 2 ans, l'écurie a logiquement cherché une solution pour 2023. Tu ne peux rien viser de décent avec un pilote qui marque moins de 20% des points de son coéquipier. Il fallait mettre fin à ça et garder Ricciardo 1 année supplémentaire. Ça n'aurait servi à rien malheureusement. Tu aurais quasiment couru avec qu'une seule voiture. Donc pour moi, normal d'aller chercher un remplaçant. C'est sportivement sain, surtout quand tu peux shipper à ton rival direct le plus gros talent, le plus gros prospect de ces 4-5 dernières années, depuis Leclerc et Russell. Le problème pour moi, c'est qu'ils ont signé Oscar avant de faire partir Daniel, avant même d'en informer Daniel, puisqu'il a dit la date du 4 juillet lui était totalement inconnue jusqu'à vendredi dernier. Et le pire, c'est qu'ils ont même réitéré leur confiance et dit à Daniel que tout allait bien, qu'il serait là, après cette date, après avoir signé Oscar. En témoignent ces stories où le pauvre Daniel pensait qu'il était seul pour ce siège. Pour moi, il n'y a absolument aucun problème à le remplacer et même à faire ça dans son dos, en silence. C'est comme ça que marche le business. Par contre, une fois que son remplaçant est signé, pourquoi attendre pour lui dire? Pourquoi est-ce que Daniel l'a appris à chaque fois dans la presse? Il savait qu'il ne serait plus là, que son remplaçant était déjà signé, et il lui mentait droit dans les yeux en lui disant « T'inquiète Daniel, tu seras là l'an prochain ». Ça, pour moi, c'est pas correct. L'écurie a à minima manqué de classe envers celui qui est le seul pilote qui lui a gagné une course depuis 10 ans. Même si ça ne reflète pas la réalité de ses performances depuis qu'il est là, c'est un vainqueur de Grand Prix McLaren, c'est un pilote, c'est un être humain, c'est en plus un mec qui a un certain statut. C'est pas très respectueux, une fois que c'est signé avec Piastri, de continuer dans le mensonge. C'est fait, commence à négocier la rupture. N'attends pas que tout sorte dans la presse. Du côté purement sportif maintenant, il est intéressant de noter qu'ils ont préféré un Piastri à quelqu'un comme un Howard par exemple, qui traîne pourtant proche de l'écurie depuis un moment. Ils l'ont vraiment mis devant. C'est un pari forcément sur la jeunesse, on parle d'un mec qui n'a jamais fait un Grand Prix de Formule 1, mais vu le CV et le pédigré du garçon, il fallait tenter ce pari. Peu importe ce qu'il fait en Formule 1, son arrivée elle est logique, elle est légitime, elle était même attendue.
Et puis concrètement, ce sera dur de faire moins bien que Ricciardo, d'autant que lui, il a l'excuse de l'inexpérience, de l'âge, il a du temps devant lui et il n'a pas un gros statut à assumer. Voilà en tout cas que le line-up orange est très excitant. Ils ont décidé de mettre un jeune dans les pieds de Norris, leur pépite, et désormais leur clair leader depuis 4 ans. C'est pas forcément le choix qu'on aurait tous imaginé. J'attends ça avec énormément d'impatience, à la fois les premiers tours de roue de Piastri en Formule 1, voir comment il performe, notamment face à Norris, qui est quand même devenu une petite référence, voir aussi comment l'écurie gère, et enfin voir comment Lando réagit, lui qui est un pilote et un personnage qu'on n'a pas encore totalement cerné, qui reste encore très jeune, qui n'a que 4 saisons en Formule 1, qui peut aussi parfois avoir un caractère assez particulier, qui s'est pas forcément ultra bien entendu avec Ricciardo. Ouais, Lando Norris c'est un pilote intéressant, et mine de rien, avec ce transfert, une partie importante de sa carrière se joue déjà maintenant avec ce duel. Mais tout ça, nous aurons le temps de l'analyser, de le regarder au cours des prochaines années. On a le temps long. Occupons-nous de ce qui chauffe, et ce sont 2 potentiels nouveaux transferts. D'abord Gasly qui irait chez Alpine, et Colton Herta qui irait chez AlphaTauri. Clairement, ces 2 transferts-là, si on nous les avait annoncés ne serait-ce qu'il y a 1 mois, on n'y aurait absolument pas cru. Pierre semble en effet être le favori pour épauler Esteban. Visiblement, on ne veut pas de Ricciardo chez Alpine, sinon ce serait déjà fait. Et je suis d'accord avec ce choix pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Retour avec ton ex qui t'a lâché un peu rapidement et salement il y a 2 ans, doute sur son niveau actuel, d'autres profils très intéressants, besoin de totalement du sang neuf pour relancer le projet. Pour moi, j'ai pas envie de prendre Ricciardo. Douane, lui, n'est sûrement pas encore assez prêt, et c'est dommage car le talent est là, et sa saison de Formule 2 est vraiment bonne, mais il lui en faut une deuxième où il jouera le titre, et là il pourra mériter totalement sa promotion. Le mettre dès 2023, c'est short. Les pistes pour Cher Udrugovic, elles, ne semblent pas activées, reste alors Mick Schumacher qui tourne autour du baquet, c'est le favori d'Ocon, et une idée qui fait son chemin. Mais c'est clairement Gasly le favori, et c'est presque Helmut Marko qui l'a officialisé en le criant dans tous les médias et en disant que son remplaçant était prêt. Si ça se fait, pour Pierre c'est presque un pur miracle d'avoir réussi à quitter le clan Red Bull, et ce avant la fin de son contrat, d'avoir pu s'insérer dans la grande valse des sièges de 2022, car s'il était resté, il n'y aurait plus rien pour 2023. Et pour Alpine, c'est sûrement le meilleur combo talent et expérience que tu puisses prendre à l'heure actuelle, surtout qu'il est encore très jeune, il a encore plusieurs années à donner, notamment celle de son prime. C'est l'assurance d'exploiter un mec qui n'a jamais totalement pu prouver au niveau, qui est revanchard, qui fait désormais partie des meubles de la Formule 1 et qui depuis 3 ans performe très bien. Un vrai top du midfield, avec un gros parcours en junior, ne l'oublions pas, ça reste un talent qui attend toujours de confirmer très haut. Le fait d'avoir 2 pilotes français ne me gêne absolument pas personnellement. Je peux comprendre l'idée que ça bloque des opportunités commerciales à l'étranger, etc. Mais au final, est-ce que Fernando Alonso a vraiment fait vendre des Alpines en Espagne ? Je suis pas certain que ça marche comme ça, même si au niveau notoriété ça a aidé, alors que pourtant Alonso il a la plus grande communauté. On peut développer l'image de marque de bien des manières, pas certain que la nationalité des 2 pilotes soit si déterminante que ça. En plus je pense que les résultats sur la piste font plus pour l'image que la nationalité d'un pilote. Autant prendre le talent, être bon, gagner, tu te feras plus connaître grâce à ça. En plus, avec 2 Français, tu peux vraiment faire un coup double sur le territoire national. Ça peut vraiment être énorme. Gasly, Ocon dans l'écurie française, waouh, les opportunités commerciales, là, elles sont énormes, elles sont décuplées. Alpine peut vraiment devenir l'écurie et la fierté de la nation, capitalisée. Et puis, après la baffe que tu as pris avec tout ce qu'il s'est passé cet été, je pense que c'est le bon moment pour stopper quelques trucs dans ton projet, repartir à zéro, annuler l'idée de pas de 2 Français. Voilà, recentre-toi sur ta base, prends le meilleur talent disponible, tourne la page, passe à autre chose. Voilà. Pour moi, le duo 100% français, il me gêne absolument pas. Au contraire, même, je trouve que c'est bénéfique pour Alpine. La seule vraie question pour moi, c'est l'entente entre Pierre et Esteban dont on connaît les anciens différends. Ils seront évidemment capables d'être intelligents, mais tout ça risque de reprendre le dessus dans les moments critiques, surtout que la pression médiatique et populaire va être extrêmement forte. Quand on voit leur âge, quand on voit là où ils en sont dans leur carrière, quand on voit le projet d'Alpine, l'un va vouloir battre l'autre. Et si l'un est battu par l'autre, médiatiquement, populairement, ça va être très dur pour lui. Donc ils vont sortir les crocs comme jamais.
Il faudra donc que l'équipe sache gérer et réussisse à maintenir les trucs à flot. C'est pour moi le seul point d'ombre à ce transfert et il peut être d'une sacrée taille si tu n'arrives pas à y faire face. Mais pour le reste, c'est très excitant. Quant à Colton Herta, eh bien bon sang que je l'avais pas vu venir ce transfert. Je sais que les gars comme lui, Palou ou Howard tournent autour de la F1 récemment, mais qu'il arrive dès 2023 et ce avec le clan Red Bull, je l'aurais jamais imaginé. Pour moi, c'était complètement irréaliste. Depuis la déclaration de dimanche soir, il est clair que Marco le veut et que tout est prêt pour le faire signer. Ils attendent juste que la F1 accorde une dérogation par rapport à la super licence que l'américain n'a pas. On rappelle qu'il faut avoir accumulé 40 points sur les 3 dernières saisons, il a actuellement 32 et il lui faut un top 4 cette année pour l'avoir. Il ne l'aura pas, il est 8ème et il ne reste qu'une course. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de question à se poser. Herta mérite la super licence, est un pilote suffisamment qualifié pour courir en Formule 1. Quand tu vois quels pilotes ont obtenu leurs points en Formule 2 ces dernières années, et quand tu sais que s'il avait fait les mêmes résultats, mais en F2, il n'aurait pas 32 mais 68 points, pour moi, il n'y a pas de question à se poser. La super licence était faite pour empêcher les tanches de conduire et les empêcher d'arriver en Formule 1, pas pour priver des talents de Formule 1, comme ça serait le cas pour Herta. Le problème, c'est qu'on accorde trop de points à la F2 et pas assez à l'IndyCar. Oui, mais voilà, les règles sont en place, on peut les modifier pour le futur, mais autoriser un gars maintenant à les contourner alors qu'elles existent, bah ça me gêne. Ça ferait clairement arrangement entre petits copains. La F1 serait bel et bien contente d'accueillir un pilote américain et l'autoriserait, mais du coup, est-ce qu'elle l'autoriserait si c'était Alfa Romeo qui faisait la demande et pas Red Bull ? Est-ce que vraiment toutes les conditions d'équité et d'égalité seront respectées là-dedans? Je suis pas certain. Et puis si t'as accepté Herta qui avait 32 points, quel va être ton motif pour refuser un autre mec qui n'a pas les 40 points? Ça me gêne dans les deux cas, mais on s'est un peu coincé. Reste que je serais très curieux de voir Herta en Formule 1 et que je pense que ça va se faire. Il est aussi intéressant qu'il ait été préféré à ses compères Howard et Palou. Pour son parcours, après un petit passage en Europe, il est retourné aux US faire l'Indy Light, l'équivalent de la F2 pour l'IndyCar, où il a fait 3ème puis 2ème. Et puis depuis qu'il est en IndyCar, c'est sa 4ème saison actuellement, il a remporté 7 Grands Prix en environ 45 Grands Prix, il a notamment fait 5ème en 2021 et 3ème en 2020. C'est une des révélations récentes de ce championnat, mais en 2022 ça coince un petit peu. On l'attendait pour le titre, il n'y est absolument pas, seulement 8ème, que 2 podiums et une victoire dans l'année. Voilà, je suis pas le plus grand spécialiste de l'IndyCar, mais j'ai vu sa saison, je la connais, et de ce que tout le monde en dit, c'est pas assez, c'est un poil décevant. Du coup, c'est intéressant que Red Bull modifie ses plans pour aller chercher ce gars-là, qui non seulement n'a pas suivi le cursus classique pour monter en Formule 1, mais qui en plus a un petit peu calé cette année et arrive d'un format totalement différent. Surtout, je me demande un petit peu pourquoi Red Bull va le chercher. Ils ont des Amax jusqu'à la fin des temps, à côté il y a Checo qui fait la vaisselle avec un contrat encore pour 2 ans, il y a Tsunoda et il y a des tonnes de jeunes. Alors, c'est clairement une superbe opportunité de marché, surtout pour remplacer Gasly s'il s'en va, surtout que Vips et Diaruvala ne sont pas prêts en Formule 2, que Lawson a du mal à emporter les décisions, et que les Auger, Iwasa, Crawford ou Hadjar demandent encore un petit peu de temps de formation. Mais en fait, au-delà du coût et de l'intérêt pour la saison 2023, est-ce que tu as vraiment intérêt et besoin d'aller chercher Herta ? Est-ce que tu as vraiment un plan moyen-long terme pour lui et est-ce que ça va pas juste te boucher l'ascenseur? C'est quoi l'idée? Aller le mettre à côté de Max en 2025 s'il est assez bon? Ouais, mais t'as pas ni intérêt ni envie qu'il détrône Max. C'est pas intéressant de faire autant d'efforts pour qu'il devienne juste un Perez bis. Et tu as déjà plein de jeunes qui peuvent remplir à minima ce rôle-là. Je vois pas trop où ça va. Et surtout, je me dis que ça va obliger à sacrifier beaucoup de jeunes. Parce que là, à la fin de la saison prochaine, soit tu vas devoir virer Tsunoda, peu importe ses résultats sur la saison, soit tu vas devoir dire non à Auger, et Crawford, et Iwasa, et Hadjar. Alors que pourtant, ces mecs-là ont toutes les chances d'être très bons en Formule 2. Pour moi, en rajoutant Herta dans ta rotation, tu te bouches une place qui aurait pu être très utile, pour au final un résultat qui est pas franchement intéressant.
Alors après, évidemment, je lui souhaite de réussir, et ça se trouve, ils ont bien fait de le prendre. On sait que Marco est très bon pour détecter les talents, donc s'il va le chercher, c'est qu'il y a quelque chose. Et peut-être que dans 2 ans, il est à côté de Max, et ils font des doublés à chaque course parce qu'il est trop fort, et je dirais bien joué. Mais à l'instant T, c'est bizarre. Après, ça te permet aussi de te dire, t'es jeune, tu viens leur remettre de la compétitivité, il y en aura potentiellement qu'un d'ici 2-3 ans qui pourra monter en F1, faudra vraiment que ce soit le meilleur, le boss ultime, celui qui aura franchi toutes les épreuves et qui du coup sera prêt à affronter la F1 à la sauce Red Bull. C'est jamais mauvais de prendre trop de talent, c'est juste que ça va t'obliger à faire des choix durs, parfois injustes, et que tu risques, malgré tes 4 places, de te retrouver avec pas assez de sièges. Bref, à la fois sur ce que va donner Herta et sur le plan de Red Bull avec lui, je suis intrigué, pas forcément pessimiste ou optimiste, mais intrigué, j'ai hâte de voir, et je veux aussi savoir ce que vous en pensez. Que va faire Herta en Formule 1? C'est un petit peu aussi le débat F1 versus IndyCar, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est mieux, voilà. C'est intéressant qu'on ait choix, et j'aime bien que la F1 se diversifie un petit peu. Allez, on continue avec une observation. L'avenir s'est grandement assombri pour Ricciardo et Schumacher, qui n'ont vraisemblablement plus que Haas et Williams comme option, et petit à petit, la sortie se rapproche dangereusement pour eux. Daniel fait face à une cote au plus bas et à son très gros salaire. Il devra consentir à des efforts financiers et être prêt à courir tout au bas de l'échelle pour rester. En plus, il se heurte au fait que chez Haas, le 2e siège, il appartient à Ferrari. Et je ne vois pas ni pourquoi ni comment l'écurie italienne autoriserait Haas à prendre Ricciardo. Il n'y a aucun jeune à placer actuellement, mais déjà ça peut arriver très vite avec un Oliver Biermann qui sera sûrement en Formule 2 l'an prochain. Mais en plus, c'est très intéressant de garder ce siège pour l'avenir et de l'utiliser dans le présent avec un réserviste, avec un jeune, je ne sais pas quoi, parce que voilà, ça permet d'avoir des tests grandeur nature en Formule 1 dans une autre équipe. Et on sait que les liens entre Haas et Ferrari sont très renforcés. À la limite, le seul truc, c'est Ferrari qui dirait à Haas « Ok, pendant 1 ou 2 ans, on vous laisse le siège, on vous le prête, mais on reprend la main dans 2 ans, et basta, c'est nous qui décidons. » Mais ça me paraît à la fois pas très réaliste, pas vraiment l'envie de la Scuderia, et même pas forcément intéressant pour un Ricciardo, qui s'il vient, sait qu'il a juste 1 an ou 2 ans avant que Ferrari le mette dehors. Bon, mais encore une fois, si c'est sa seule option, et que ça intéresse vraiment Haas, et qu'ils arrivent à obtenir ça, ça peut se faire. Mais ça s'est quand même drôlement assombri. Donc en fait, je crois que pour Daniel, il ne lui reste quasiment plus que Williams, et ça n'a pas l'air vraiment de chauffer entre lui et l'écurie. Ça reste aussi l'écurie la moins bonne du plateau. Donc j'ai bien peur que Daniel ne soit pas en Formule 1 l'an prochain. Ça parle d'une année sabbatique, mais les années sabbatiques, moi, ça me fait peur. J'ai le sentiment que s'il quitte la F1 l'an prochain, il va la quitter pour de bon, en fait. Le cas Mick Schumacher, lui aussi, est très bizarre. S'il espérait se placer chez Alpine, ce qui aurait été une bonne nouvelle pour sa carrière, il n'aura probablement pas ce siège et ça commence à sentir le roussi. En effet, il va vraisemblablement quitter la Ferrari Driver Academy, apparemment de son plein gré, ce qui va le faire quitter Haas et donc ne lui laisser que Williams comme option. Et en vrai, bien que l'idée ne soit franchement pas idiote et pas moche du tout, j'ai le sentiment que Williams ne se dirige pas vers un duo Albon-Schumacher. Du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi Mick veut quitter le giron Ferrari maintenant et de lui-même. Pour s'émanciper, ok, mais en fait il n'a aucun endroit à s'émanciper. Et la Ferrari Driver Academy, actuellement, c'est sa seule garantie d'un siège en Formule 1, ce qui est sa seule priorité à l'heure actuelle, et c'est pas encore mort pour qu'il rejoigne la Scuderia dans 2-3 ans, on ne sait pas. Franchement, à sa place, le seul truc à faire, c'est d'attendre encore chez Haas 1 an, voire 2. T'as pas mieux, et tu risques juste de sortir en voulant t'émanciper. C'est presque un suicide au final, je ne vois pas vraiment où va sa carrière, je commence à avoir peur qu'il soit sans rien l'an prochain. Ce serait selon moi trop dur et un poil trop injuste, car un mec qui a gagné les 2 catégories juniors, qui a fait une première année compliquée et qui montre de belles choses cette année, mérite une 3e année pour moi. Mais ouais, j'ai le sentiment que Mick Schumacher, il est en train de passer à la trappe dans ce mercato et que son choix de quitter la Ferrari Driver Academy n'y est pas pour rien. On verra la suite, mais c'est bizarre. Du coup, pour Haas, si Mick s'en va bel et bien on ne sait où, je crois que Ferrari va nous recaser son Giovinazzi, qui a de l'expérience, est italien, et va lui permettre de faire un travail de simulateur amélioré. On en parlera en détail si ça arrive, personnellement je suis beaucoup plus chaud pour un Schwartzman, qui non seulement lui aussi est un pilote réserve de Ferrari, et ferait un travail en lien avec Fiorano, mais qui en plus est jeune et mérite sa chance depuis quelques saisons,
t'as au moins une possibilité de développement sur l'avenir. Et t'as facile 1 ou 2 ans avant qu'un Bierman ou un Leclerc ne tape à la porte. Donc un peu bizarre, un peu dommage de pas saisir l'occasion pour Maya Schwarzman. On verra. Pour Williams, j'ose espérer qu'elle ne renouvellera pas Latifi pour une 4e saison. Les déclats actuels me font un petit peu peur, mais j'espère que c'est juste de la com et qu'en coulisses, il s'active pour un autre prospect. Les choix sont nombreux, t'as d'abord Sargent, ta pépite, qui coince un peu actuellement en Formule 2, mais qui est plutôt bon et que t'as plutôt envie de tester, même si ça n'a pas l'air d'être le crack de la décennie. T'as des cas comme Schumacher ou Ricciardo, les 2 agents libres de ce mercato, qui peuvent t'offrir des projets intéressants. T'as Nyck de Vries, le 21e homme du plateau, qui fera une séance d'essai dans une 3e écurie différente cette année à Monza, qui donc tourne bien autour de la Formule 1, qui a du talent, mais qui commence à être vieux, est-ce que sa poche est pas déjà passée? Ou bien, tu pourrais tenter le coup Drugovich. Et oui, ça fait 25 minutes qu'on parle du mercato, et on n'a même pas encore évoqué le nom du meilleur jeune actuel qui fait une saison parfaite de Formule 2, qui va être titré à Monza. Ça montre la triste réalité de son cas. Évidemment, c'est triste, mais un titre en Formule 2 n'assure pas une place en Formule 1, et quelque part, je trouve que c'est tant mieux. Et puis, il souffre sûrement du fait qu'il a du mal à se faire un nom, sûrement dû au fait que c'est sa 3e saison, et qu'on l'attendait pas du tout. En plus, en face, il y a de super options pour les équipes. Il y a du Alonso, il y a du Piastri, il y a du Gasly. C'est tous des mecs qu'on place devant Drugovich à l'heure actuelle. En plus, j'ai l'impression qu'il manque de contact pour se faire une place. Il n'a ni académie, ni gros moyens pour faire du lobbying. À moins qu'il fasse un forcing de dingue, je pense qu'il n'arrivera pas à être titulaire en Formule 1 pour l'an prochain, et du coup peut-être jamais. C'est sûrement une place de 3e pilote qui l'attend, quelque chose comme ça. J'ai entendu parler d'Aston Martin. C'est au moins ça, mais bon voilà. Et si un mec comme Helmut Marko n'a pas fait le forcing pour le prendre, moi ça me met un peu la puce à l'oreille, et je me dis que si Drugovich ne monte pas en Formule 1, certes, il y a un petit scandale, mais c'est aussi le lot de la Formule 1, il n'y a que 20 places, ça tourne pas beaucoup, c'est comme ça. Le champion ne peut pas monter chaque année, dommage pour Felipe. Enfin, pour être totalement complet, je crois qu'il n'y a plus trop de suspense chez Alfa Romeo. Joe va être prolongé pour une 2e année, non seulement parce que, sans être non plus totalement convaincant, moi perso il me laisse encore assez perplexe, on peut dire que le pilote chinois il fait une première année correcte, qui mérite qu'on lui en donne une 2e en tout cas, et dans le même temps, pour cher, il fait des erreurs, il n'est pas totalement parfait. Sa saison pour moi, elle est quand même bonne, mais ça reste pas assez, c'est en dessous des exigences qu'avait donné Fred Vasseur. Et donc voilà, ça justifie le choix qu'on va le mettre 3e pilote, et on va garder Joe une 2e année. On verra pour la suite pour Théo, il reste encore très jeune, mais il va pas courir l'an prochain probablement, il faudra être capable de s'insérer en Formule 1, comme l'a fait Piastri, chez Sauber ou ailleurs. Voilà, maintenant peut-être que le plus dur commence, c'est les relations hors de la piste. Bien, sur ce, voilà où nous en sommes au 7 septembre 2022. Je vous donne vite fait mes pronostics. Gasly chez Alpine, Hertha chez AlphaTauri, je pense que ça va se faire. Chez As, j'ai le sentiment que ça va être Giovinazzi. Et chez Williams, c'est encore la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais je vois bien un Sargent arriver prochainement, même si le fait qu'il n'ait pas encore fait de séance d'essai m'inquiète un petit peu. On verra. J'attends évidemment non seulement vos pronos, mais également vos avis, vos réactions, vos analyses, etc. dans les commentaires. Je sais que la silly season vous fait toujours réagir, donc allez-y, lâchez-vous, et pensez au passage à lâcher un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui se réjouit que dans cet immense bazar de la silly season, Ferrari n'y est pour rien et n'a rien fait de mal. Sur ce coup, au moins, ils ont géré. C'est déjà ça. À bientôt.